Bienvenue dans French Baratin avec Cécile, Raphaël et Sibylle. Chers auditeurs et auditrices de French Baratin, bonne année! Comme chaque début d'année, c'est le moment des bonnes résolutions. Parmi elles, il y a souvent l'envie de faire de nouvelles rencontres, amicales, professionnelles, mais aussi amoureuses. En janvier, les applications de rencontres voient leur nombre d'inscriptions exploser. En particulier, le premier dimanche du mois, rebaptisé Dating Sunday, ce que l'on pourrait traduire par le jour des rencontres amoureuses. Sur Tinder, par exemple, les nouvelles inscriptions augmentent de plus de 10%. Les utilisateurs envoient plus de messages que d'habitude et y répondent plus vite. Mais derrière cet enthousiasme du Dating Sunday se cache un autre phénomène, la lassitude. Beaucoup finissent par abandonner les applis, même s'ils sont toujours célibataires. Ceux qui persévèrent témoignent souvent d'un sentiment de frustration. 44% des utilisateurs français des applis de rencontres s'en disent insatisfaits. Une journaliste française, Judith Duportail, a même donné un nom à ce sentiment d'usure. Elle parle de dating fatigue. Alors, les Français sont-ils fatigués des applis de rencontres ? C'est la question du jour dans French Baratin. Alors, on va commencer, comme d'habitude, par un petit quiz. Tout d'abord, Cécile, peux-tu me dire en quelle année a été créé Tinder ? Oula, c'est une bonne question. 2010 ? T'es pas loin. Raphaël, plus ou moins ? Plus 2012, j'aurais dit. Ouais, t'es trop fort. C'est ça, c'est 2012. Bravo Raphaël. Et donc pour cadrer un petit peu, avant Tinder, il y avait des sites internet et notamment Mythique qui a été créé en 2001. Et en France, il y a un site internet qui a beaucoup plu aux jeunes et dont on va parler un petit peu qui s'appelle Adopte un mec et qui a été lancé en 2007, fin 2007. Alors, Raphaël, qu'est-ce qui n'existe pas ? Premièrement, une appli pour rencontrer des personnes qui aiment les mêmes animaux de compagnie. Deuxièmement, une application pour rencontrer des personnes la nuit uniquement. Troisièmement, un site de rencontre pour les gens radins. Et quatrièmement, un site internet de rencontre pour les personnes de gauche. Il y en a un qui n'existe pas. Celui pour les gens radins. Ouais. C'est pas très socialement accepté. Je sais pas, mais en fait j'ai eu l'idée parce que le site qui existe, lesradins.fr, évoquait différents sites de rencontres insolites, mais il n'y avait pas pour les radins. Je me suis dit, s'il y avait, ils en auraient parlé. Oui, carrément. Forcément. Pas mal. Alors, Cécile, est-ce que tu peux me dire à peu près quelle est la proportion homme-femme dans les utilisateurs quotidiens d'applications de rencontres telles que donc Tinder, mais aussi Grindr, Mythique, Happen, Fruits ? Alors, je sais qu'il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes, mais alors 8 pour 2, 4 pour 1, quoi. Alors, dans ce que j'ai lu, c'est pas si dramatique que ça, puisque en 2023, sur 2,3 millions de visiteurs uniques quotidiens enregistrés sur ces applications, il y avait en France 1,6 million d'hommes et 700 000 femmes. Voilà, D'accord. Ça fait 700 000 femmes, le double ce serait 1,4 million, là on est à 1,6. Bon. Il y a moins de femmes, mais moi aussi j'aurais pensé que c'était plus. Et enfin, Raphaël, quelle est la particularité de l'application Bumble ? Je crois que je sais. Ah oui, je sais. C'est que en fait, c'est les femmes qui valident en fait la rencontre, en fait, si j'ai bien compris, un truc comme ça. Ouais, Cécile, tu pensais que c'était ça ? Pas du tout. Donc non, mais je sais pas parce que peut-être que c'était pour une autre appli, donc je veux pas dire de bêtises. Peut-être que je confonds aussi, je sais pas. Non, Raphaël a globalement raison, Ok, c'est pas tellement qu'elle valide, c'est que quand il y a un match comme sur Tinder, donc c'est-à-dire quand deux personnes se sont likées l'une l'autre, c'est la femme qui va ouvrir la discussion, sinon l'homme ne peut pas lui parler. Ok, c'est intéressant. Donc, tu te fais pas embêter en théorie, tant que tu n'as pas décidé d'initier une conversation.
Avant d'aller plus loin, un petit rappel, nous produisons ce podcast sur notre temps et notre argent personnel et nous souhaiterions qu'il reste sans publicité. Vous pouvez nous soutenir pour le prix d'un café sur Patreon, vous trouverez le lien dans la description. Alors aujourd'hui, je vous propose un épisode un petit peu particulier parce que ni Raphaël, ni Cécile, ni moi n'avons jamais mis les pieds ou les mains, je ne sais pas, sur des applications ou des sites de rencontres. Donc, on était un petit peu dépourvus pour vous raconter en tout cas nos expériences. Ce que j'ai donc fait, c'est que je suis allée à la rencontre d'utilisateurs et d'utilisatrices qui m'ont tous raconté très gentiment et très longuement leurs expériences. C'était très riche. Et donc, j'ai choisi des extraits des discussions que j'ai pu avoir avec eux sur 4 grandes thématiques pour vous faire découvrir un petit peu leur perception de ces sites et applis de rencontres et pour pouvoir nous faire réagir dessus. Donc, sans plus attendre, on va commencer par la première grande question qui est tout simplement quelle expérience on peut trouver sur les applications de rencontres. Et donc, je vais vous présenter un peu nos différents interviewés. Nous avons d'abord Mathieu qui a 39 ans, qui est célibataire et vous allez le voir qui a une longue expérience des applications de rencontres. Ensuite, nous avons Julie qui a la particularité d'avoir rencontré son mari sur une application de rencontre sur Appen. Elle a 35 ans et ils ont 2 enfants. Je le mentionne parce que vous allez entendre peut-être des petits bruits en arrière-plan et c'est sa petite fille de 2 ans issue de la rencontre sur Appen que vous entendez. Ensuite, nous allons avoir le témoignage d'Alfred qui a 36 ans, qui est célibataire et qui a également utilisé des applications de rencontre et il vous parlera de la particularité de son expérience. Et enfin, nous allons terminer avec Camille, qui a 35 ans, qui est aujourd'hui en couple et qui a utilisé beaucoup, elle aussi, les applications de rencontre. On commence par Mathieu. J'ai commencé à utiliser les applications de rencontre après, quelques temps après une séparation. Alors moi, ma première expérience n'était pas vraiment une application de rencontre, c'était adoptamec.com. C'était un site de rencontre. Et donc après, j'ai été en couple un bon moment. Et après la séparation, j'ai commencé à utiliser Tinder, donc qui n'existait pas avant que je sois en couple. Et ça, je dirais que c'était il y a 7 ans. Ok. Est-ce que tu peux expliquer brièvement ce que c'est Adopte un mec? Parce que je pense que c'est purement français, donc ça peut être intéressant d'expliquer le fonctionnement. En fait, à l'époque, c'était vraiment plus des sites et c'était Mythique. À l'époque, le leader du truc qui était un peu le nouveau, Mais moi, à l'époque, pour mon âge, c'était quand même un peu vieillot, quoi. Et donc, Adopte un mec, c'était le premier truc qui était un peu brandé pour les jeunes. De mémoire, c'était un peu noir, un peu tout était un peu avec des trucs un peu fluo, ce genre d'ambiance. Mais c'était déjà le même principe. C'était déjà tourné plutôt sur les femmes qui consommaient. Voilà, donc le logo, c'était une femme qui mettait un homme dans son caddie. Et tout le truc était tourné autour de ça. Quand t'étais un homme, en tout cas, on pouvait envoyer des likes et il fallait attendre que les femmes nous mettent dans leur panier pour pouvoir leur envoyer des messages. Mais globalement, c'était à peu près la même chose. Il y avait des profils avec beaucoup de photos, plus ou moins des photos, des descriptions, des signes astrologiques, animaux préférés, enfin vraiment les mêmes choses qu'on a aujourd'hui dans la plupart des applications de rencontres. D'accord. Et alors, quand tu étais sur Adopte un mec, est-ce que c'est là que tu as rencontré la personne avec qui tu as été en couple? Alors, pas du tout. En fait, Adopte un mec, moi, à cette époque-là, moi, je vis à Lyon, et donc je voulais partir à Montpellier pour changer de vie, pour voir d'autres choses, et aussi pour accompagner, en gros, une relation qui se terminait. Et donc, en arrivant à Montpellier, un peu jeune, en voulant rencontrer des gens, et alors que j'avais aucun réseau, vu que c'était un peu le début de ça, et de ce fameux Adopte un mec, c'était un petit peu l'occasion, en gros, de dire, je vais rencontrer des gens, et principalement des femmes, et découvrir la ville en même temps. Et au final, pour des raisons professionnelles et pour la même personne dont je m'étais éloigné la première fois, je suis revenu à Lyon, et on est reparti dans quelque chose, et je me suis remis avec cette personne pour quelques années. Et alors, quelle a été ta première impression? Alors, dans un premier temps, d'Adopte un mec, puis ensuite, tu me diras pour Tinder si c'est différent. Pour Adopte un mec, à l'époque, c'était quand même assez nouveau, en fait. J'avais eu mon petit succès, quand même. Voilà, j'avais eu pas mal de rencarts, rencontré pas mal de filles à l'époque. J'en ai un souvenir assez naïf, en fait, assez nouveau, frais, et ça s'accompagnait pour moi de découvrir une nouvelle ville.
Donc, je pouvais découvrir des bars, des coins, des machins. Je me suis retrouvé à faire des visites, voilà, en rencontrant des gens par ce biais-là, en fait. Donc ça, c'était assez cool. Et alors, pour le coup, ma première expérience de Tinder a été totalement un échec d'un point de vue des rencontres. Et ça, c'est quand on ne s'y attend pas et quand on ne sait pas gérer l'échec sur les applis de rencontre et qu'on n'est pas dans une très très bonne période, ça peut vraiment terminer au niveau du moral quand même. Tu passes des heures à swiper sur Tinder. On se dit en fait, mais il y a des milliers de personnes et je n'ai pas un like, je n'ai pas un match, il n'y a personne. Dans cette entièreté de monde qui a l'air infini au début quand on découvre le truc, personne ne m'apprécie. Donc, est-ce que je suis moche? Est-ce que je suis bête? Alors, moi, je me suis retrouvé dans des trucs à refaire 15 fois mon profil, en fait. Ah, les photos, quelles photos je peux mettre? Mais ah non, ma description, ah, j'ai l'air bête. Est-ce que je peux être un peu plus marrant? Est-ce que je peux être un peu plus descriptif? Je vais en dire plus, je vais en dire moins. Et ça devient vraiment... voilà. Ma première expérience, elle a été assez mauvaise, pour tout te dire. Donc, j'ai réarrêté un moment. Et voilà. Et après, ma deuxième découverte de Tinder, quelques années après, où là, pour le coup, ça a plutôt bien marché. Le terme est un peu rude, mais c'est un peu ça. Et là, pour le coup, c'était cool. Et est-ce que ça t'est arrivé finalement d'avoir une relation un peu longue issue d'une de ces applis? Oui. Alors, c'est un cas particulier parce que c'est quelqu'un que je connaissais, au fait, de loin dans la vraie vie. La sœur d'une amie que je connaissais pas particulièrement, mais que on savait que l'un à l'autre existait. Donc, est-ce que ça a changé quelque chose peut-être? Ça m'est arrivé 2 fois quand même. J'ai déjà eu aussi une autre relation qui a duré un peu et pareil, qui était quelqu'un plus ou moins de travail, mais on se connaissait un peu de loin. Mais non, sinon les relations qui ont duré étaient plutôt issues de la vraie vie, si on peut dire ça comme ça. On continue avec Julie. Je suis en couple avec Paul, qui est mon mari, et avec qui j'ai 2 enfants, Suzanne et Augustin. J'ai rencontré Paul en 2016, en août 2016. Je l'ai rencontré via une appli de rencontre qui s'appelle Happen. J'ai travaillé 1 an au Vietnam et à mon retour, je me suis séparée de la personne que je fréquentais à distance, voilà, mais c'était... Donc je me suis mise en coloc avec 2 copines, dont une amie qui venait de se séparer de son copain de l'époque. Je ne sais plus si on s'est inscrite en même temps, le même jour, mais on a fait à peu près notre inscription sur Happen en même temps. Elle m'a fait mon profil, elle m'a aidé à choisir mes photos, enfin c'était un peu marrant. Et du coup, on a commencé à dater des mecs, voilà, enfin c'était un peu rigolo parce qu'on se montrait nos matchs. Et on regardait parce qu'on voulait faire en sorte d'être sûr de ne pas discuter avec les mêmes mecs et tout ça. Et on était un peu sur la même longueur d'onde parce que c'était l'été, on avait un peu envie de s'amuser, mais sans... moi, je savais aussi, dans le fond, que je cherchais quand même quelqu'un... je cherchais pas sur Happen quelqu'un de sérieux, mais j'avais envie d'avoir une relation sérieuse. J'ai rencontré, je crois, 2 personnes juste où on a bu des verres et je me suis dit non. Et 2 autres où ça a été un peu plus loin, dont Paul qui est devenu mon mari. On poursuit avec Alfred. Je pense que c'est lorsque Tinder est arrivé qui a un petit peu, il me semble, démocratisé un petit peu les applis de rencontre. Donc, comme tout le monde et par curiosité, j'ai pris ce chemin-là, voilà, pour essayer de rencontrer quelqu'un par une voie un peu différente. Et c'était aussi le goût de la nouveauté, je pense qu'à l'époque, voilà, il y avait quelque chose d'assez nouveau, d'assez frais. J'avais essayé Tinder rapidement, mais ça m'avait pas, pour le coup, j'avais pas trop matché avec l'application. Et après, j'avais plutôt essayé d'adopter un mec qu'on m'avait recommandé via un conseil d'un ami, parce qu'il arrivait justement à avoir beaucoup de rencontres. Il arrivait comment on dit, à matcher avec des gens. Et par contre, moi, ça n'avait pas été du tout la même situation et le même résultat. Donc, dans toutes les applications que j'ai pu tester, à cette période-là, je n'ai eu aucun match. J'ai essayé Tinder, Adopte un mec, et plus récemment Happen, et je crois le dernier, c'était Hinge. Voilà. Je pourrais pas te dire combien de temps je suis resté sur chaque application, mais si je vais résumer un petit peu, voilà, en gros, mon score, j'ai dû avoir 2 matchs au total, et dont un qui a pu se finaliser par un date. Voilà. Donc le ratio est quand même relativement bas, surtout quand je fais la comparaison avec d'autres personnes
qui ont pas du tout la même expérience, quoi. Donc du coup, je me suis dit qu'il y avait un problème quelque part, ou c'était mon profil qui n'était pas mis en avant ou quoi que ce soit. Et c'est vrai que je me suis posé la question, ça me paraissait un peu surprenant. J'ai essayé de demander autour de moi le ressenti, et c'est vrai que je me suis très vite aperçu que du côté des communautés, le constat était plus ou moins identique. Voilà. Donc il y avait quand même un stéréotype qui dégageait de tout ça, et j'ai l'impression que l'algorithme, peut-être favorise ou essaye de concevoir en gros des profils types ou des couples types, voilà, qui correspondent plus ou moins un peu à des critères plus ou moins dépassés, ou par exemple, j'avais même entendu que si le profil, on va dire plutôt féminin, ou voilà, gagnait plus, bah apparemment c'était bloquant. Enfin voilà, c'est le genre de choses, quoi, voilà. Donc c'est plutôt assez rétrograde, et moi ça m'avait un peu surpris. Et me concernant plutôt sur ma communauté, bah c'est vrai qu'un des matchs que j'ai eu, voilà, c'était une personne qui me ressemblait physiquement. Et donc, quand tu parles des communautés, tu veux dire en fait toutes les personnes qui n'ont pas le profil français typique d'une personne blanche. Tout à fait, voilà. Du côté caucasien, l'application recommande plutôt des gens qui nous ressemblent davantage. Alors moi, je suis d'origine indienne, et c'est vrai que voilà, les Indiens ou les Indiennes, je ne suis pas sûr qu'il y en ait énormément ce genre de plateforme, d'où le terme minorité. Donc voilà, donc pour le coup là, on est en minorité. Et s'il va effectivement chercher des gens qui sont à proximité, c'est un peu compliqué. Donc il va essayer de trouver des choses qui se rapprochent. D'accord. Et toi, en fait, justement, personnellement, tu recherches plutôt des personnes qui te ressemblent ou des personnes qui te ressemblent pas, ou tu t'en fiches? Bah c'est là le problème, c'est que je préfère des gens qui me ressemblent pas du tout, ou en tout cas qui ont une différence. Donc c'est très compliqué, voilà. Malgré les likes que j'ai pu signifier, ça n'a pas en tout cas marché. Et on termine avec Camille. Je suis plus célibataire depuis un peu plus de 6 mois. J'ai été en couple pas mal d'années auparavant, mais bon, j'ai eu d'autres périodes où je n'étais pas en couple. Et là, je le suis de nouveau, donc ouais, depuis avril. Et est-ce que ça t'embêterait de me raconter comment tu as rencontré ton compagnon actuel alors? Je l'ai rencontré dans une espèce de soirée associative à côté de là où j'habite. C'était par hasard totalement, parce que lui était pas censé venir à la base. Enfin, on se connaissait pas, mais il venait avec des amis. Il devait partir le lendemain tôt pour venir en Sicile. Et moi, j'ai été hyper malade en fait en mars. J'ai eu une pneumonie, et ce qui fait que j'étais vraiment KO. Et c'était les premières sorties que je faisais depuis un petit moment. Donc voilà, on s'est retrouvés là totalement par hasard, on a discuté, et puis ben voilà, ça a pris assez simplement et rapidement. D'accord, super intéressant. On va donc faire un flashback et revenir au tout début de tes histoires de rencontres. Pour commencer, est-ce que tu peux m'expliquer dans quel contexte tu as commencé à utiliser des applications de rencontres? J'ai commencé à utiliser des applications de rencontres un peu au début de Tinder en France. Ça coïncidait avec une période où je venais de me séparer de mon ancien compagnon. D'accord. Et j'avais une vingtaine d'années. Je pense que je devais peut-être avoir 24 ans, quelque chose comme ça. Et du coup, c'était tout nouveau pour moi. Enfin, j'avais vraiment cette envie de me remettre avec quelqu'un, parce que j'étais assez triste, en fait, suite à cette rupture. Et donc, voilà, je cherchais à rencontrer d'autres personnes. Et du coup, j'y suis allée en mode découverte, en sachant qu'à l'époque, il n'y avait qu'une seule application qui était Tinder. Et donc voilà, j'ai commencé à me mettre sur cette appli, à rencontrer des personnes pendant cette période de célibat qui après en fait finalement n'a pas duré si longtemps que ça, parce que je me suis remise avec quelqu'un que je n'avais pas rencontré sur une appli, et c'est aussi un couple qui a duré pendant plusieurs années. Mais c'était le premier contexte. Alors je me souviens que la première fois que je suis allée, j'étais en coloc avec 2 amis, et que quand même ma copine m'a amenée au date parce que voilà, c'était quand même un truc un peu inhabituel, et juste histoire d'eux, elle m'a accompagnée pour voir un peu le mec en terrasse du bar là où j'allais le voir, et pour être sûre qu'il avait pas l'air chelou, alors que bon, ça ne veut rien dire évidemment, mais voilà, et de montrer qu'il y avait quand même quelqu'un qui checkait un peu. Et moi j'étais aussi un peu intimidée, vu que j'avais jamais fait ce genre de choses, donc je me souviens très bien de cette première rencontre là. Cette première rencontre n'a pas été c'était pas terrible, mais ça m'a quand même donné envie de rencontrer d'autres personnes. Et après je me souviens d'avoir fait des rencontres
assez cool, même quand il se passait rien et qu'il n'y avait pas forcément de concrétisation, on va dire, derrière, que ce soit sentimentale ou autre. Enfin ouais, j'avais plutôt une impression assez positive, contrairement à l'avis d'autres personnes à l'époque qui me disaient un peu non mais voilà, c'est vraiment un truc où c'est que des plans cul, enfin c'est vraiment pas, enfin si tu cherches quelque chose de sentimentalement engagé et tout, voilà, c'est pas là que tu vas le trouver. Et moi je reste toujours un peu convaincue du contraire, même si encore une fois je pense que c'est vrai que ça donne lieu à ce genre de choses, et d'ailleurs, il y a des personnes qui sont aussi consentantes des deux côtés pour faire ce genre de rencontre. Mais bon, voilà, moi, c'était pas forcément mon optique à ce moment-là. Et finalement, donc, j'ai aussi pas mal discuté avec des personnes. Donc, c'était pas que des rencontres amoureuses ou sexuelles. C'était vraiment aussi des relations amicales. Parce que, donc voilà, ça m'aide à cette histoire où j'ai rencontré un ami à moi, qui est toujours un très bon ami à moi aujourd'hui, par lequel j'ai rencontré d'autres amis, et notamment mon compagnon donc d'après. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en retenez des raisons pour lesquelles les personnes peuvent s'inscrire sur les applis de rencontres ou les sites de rencontres, et pourquoi ça marche pour certains et pas pour d'autres? Pour découvrir Montpellier. Déjà. Voilà, ça c'est intéressant. Oui, j'avoue, non, effectivement. J'avais pas pensé à ça, en fait, que ça pouvait être une manière de créer un tissu social dans une nouvelle ville pour une nouvelle vie. Donc j'ai trouvé ça assez intéressant. Ce qui m'a marqué, c'est le témoignage du coup des deux hommes, parce que quand les deux ont vécu des périodes de non-match, et en fait de voir les conséquences psychologiques que ça peut avoir, notamment pour la première personne qui témoignait, de se remettre en question en fait énormément, et en fait de retravailler son profil. Et en fait, ce qui me perturbe beaucoup, c'est lié du coup aux applications en général, mais c'est intéressant d'avoir ce témoignage-là, c'est à quel point du coup tu es là pour te vendre et à quel point tu deviens un bien de consommation. C'est assez perturbant. Et j'ai écouté des podcasts sur le sujet pour préparer l'épisode, et du coup le témoignage d'Alfred justement sur justement la création de couples types et du coup l'invisibilisation des minorités. Je savais pas justement qu'on pouvait invisibiliser peut-être les femmes qui gagnaient plus d'argent. Moi, j'avais entendu qu'on poussait beaucoup les femmes jeunes auprès d'hommes plus âgés. Et en fait, ça me met tellement en colère. Ça fait aussi écho à quelque chose que j'ai vu qui disait qu'en fait, quand on est sur un site de rencontre, et peut-être d'autant plus quand on est une femme et que peut-être il y a plus, entre guillemets, de choix, c'est que il y a un réel catalogue instinctif presque qui se met en place, et que comme t'as le choix, tu te fais un peu ton profil idéal, et du coup, tu vas peut-être ne pas considérer des personnes parce qu'ils rentrent pas dans ce que tu t'étais imaginé. Et du coup, ça crée des biais terribles, je trouve. Enfin, c'est assez glaçant. Voilà. Oui, là, je lisais un livre de Judith Duportail, que Sybille a mentionné dans l'introduction, un livre qui s'appelle L'amour sous algorithme. Et elle parle spécifiquement de Tinder dans ce livre. Et justement, ce que tu viens de dire, dans le fait de matcher des gens de manière biaisée comme ça, c'est effectivement ce qui se passe dans Tinder, en particulier aussi cette question de combien les personnes gagnent, le fait de placer des hommes plus âgés qui gagnent plus avec des filles qui gagnent moins, et par rapport au diplôme aussi, c'est préprogrammé comme ça, On a beaucoup parlé de ça avec Alfred aussi, parce qu'Alfred, en fait, il est informaticien, donc il s'y connaît assez bien en algorithme, donc ça l'a vraiment intrigué. Et en fait, c'est vrai qu'il y a le questionnement de savoir dans quelle mesure l'algorithme est prévu pour ne montrer aux gens que des gens qui leur ressemblent. Donc lui, potentiellement, il ne ressemble pas à grand monde sur l'application parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes d'origine indienne, donc il n'est pas montré. Ou dans quelle mesure c'est les utilisatrices qui, effectivement, ont ces préjugés. Et face à la nécessité de choisir vite sur une photo, ne vont pas forcément choisir des personnes très différentes d'elles, parce que peut-être qu'inconsciemment, elles vont penser que les personnes qui leur ressemblent le plus physiquement sont aussi celles avec qui elles vont le plus s'entendre. Et en fait, ce qu'il me disait, ce qu'on peut lire aussi un peu dans les travaux de Judith Duportail, mais aussi de la chercheuse Jessica Pidou,
c'est que les algorithmes des applications s'appuient sur des choix réels d'utilisateurs, mais qui vont être amplifiés. Donc en fait, il y a bien peut-être ces préjugés dans la société, notamment le préjugé aussi sexiste que les hommes préfèrent les femmes plus jeunes et qui gagnent moins qu'eux, mais ce préjugé va être extrêmement amplifié. Et c'est ça aussi qu'Alfred pensait par rapport au traitement des minorités, que il y a des personnes qui ont rentré ce critère-là, et maintenant l'algorithme ne raisonne plus que comme ça finalement. L'algorithme qui renforce les biais de la société réelle, quoi. Et après, tu t'en sors plus. Et ce que j'ai trouvé moi intéressant aussi dans la comparaison entre les différents témoignages, et qui est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les discours sur les applis de rencontres, c'est que ça marche d'autant mieux que tu restes pas longtemps. Parce que Julie, elle est arrivée, elle a rencontré Paul, elle est repartie, en gros, quasiment. Elle est restée un tout petit peu, voilà, parce qu'elle discutait peut-être avec le deuxième homme un peu sérieux, mais ça a vraiment pas duré longtemps. Et donc, ça a été efficace parce qu'elle n'a pas eu le temps de rentrer dans un mécanisme, justement, de trop plein de choix. En fait, ceux qui sont là depuis longtemps dans nos témoins, soit ils n'ont pas trouvé, soit ils n'ont pas trouvé sur une appli. Et celle qui a trouvé sur une appli, elle a été là pendant un été. Après, il y a un phénomène d'addiction aussi, en particulier avec Tinder. Après, les autres, je ne sais pas. Mais là où vraiment, avec ce côté swipe, et puis tout le temps avoir une notion de validation ou pas de validation. Et on se lève le matin et on va regarder, est-ce que j'ai été matché, est-ce que j'ai été liké. J'écoutais hier quelqu'un qui disait que, en fait, il faut qu'on se rappelle que le modèle économique des applications, c'est pas que tu trouves quelqu'un et que tu te désinscrives. Le modèle économique, c'est que tu restes et que potentiellement tu payes. Donc plus tu restes, plus tu payes. Ouais, et qui collecte toutes tes données. Oui. Aussi. Et les revendent derrière. Aussi, c'est vrai. Ah, ouais. J'ai trouvé ça intéressant dans la discussion que j'ai eue avec les hommes, évidemment, Alfred et Mathieu, qui tous les deux, à un moment donné, ont essayé de payer. Et tous les deux m'ont dit que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, et ça n'a pas mieux marché quand ils ont payé. Eux, ils n'ont pas vu de différence à ce moment-là, en payant. Donc en plus, tu payes dans le vide potentiellement. Et puis ce que me disait Alfred, c'est que tu payes, et donc l'application sait que toi, tu es susceptible de payer, donc elle ne va pas t'aider à trouver plus facilement, parce qu'il faut que tu restes, puisque tu payes. Oui, forcément. Putain, c'est quand même... mais même quand il parlait d'Adopt, où du coup, là, c'est la femme qui a le contrôle et tout ça... Ça me pose quand même un problème. Enfin, je suis contente que les femmes, du coup, soient moins vues comme des produits de consommation et Adopt a vraiment joué sur ça et du coup, je trouvais que c'était très intéressant en termes de com. Mais c'est pas parce que les femmes ont été considérées pendant longtemps comme des biens de consommation qu'on doit faire la même chose avec les hommes. Enfin, il y a un truc qui est un peu, qui est quand même assez malsain. Enfin, moi, j'avais plutôt été un peu choquée en fait, par ce titre, en fait, quand il y avait ces affiches dans le métro. Je me dis, mais ok. Enfin, même si évidemment, c'est effectivement ce qui se passe dans le centre-là, tout le temps. Mais quand le truc se retourne contre toi, tu te dis, ah oui, quand même, ouais. C'est bizarre. Alors, on va peut-être passer au deuxième thème. Donc, la deuxième grande question, c'est comment les applis changent la rencontre. Julie ? Oui, est-ce que tu penses que tu aurais pu rencontrer Paul autrement que par cette application et que vous seriez plus de la même manière finalement ? Je pense qu'on aurait pu se rencontrer autrement. Quand il est à Paris, on fréquentait un peu les mêmes endroits et tout ça. Après, c'est sûr que comme il habitait au Gabon, je pense que non, je l'aurais pas... Enfin, il rentrait quand même assez peu souvent. Donc, mais oui, c'est le genre de personne... Enfin, il t'aurait plu dans la Paris aussi. Ouais, il m'aurait plu dans d'autres circonstances. Ouais. Par contre, l'opportunité, ce serait peut-être pas présentée. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Mais oui. Camille, ton copain actuel, tu ne l'as pas rencontré sur une appli de rencontre. Est-ce que tu penses que si tu avais été sur une appli de rencontre, il t'aurait plu aussi, tu aurais voulu le rencontrer ? C'est une bonne question parce que justement, je me suis souvent posé la question quand moi-même j'étais utilisatrice d'applications. Je pense que c'est possible de rencontrer quelqu'un et de faire sa vie, entre guillemets, avec quelqu'un, d'avoir une relation plus sérieuse et tout. Mais je me dis que les hommes avec qui je suis restée pendant un certain nombre d'années, je pense que si je les avais croisés sur une application, peut-être que je les aurais loupés, quoi. Enfin, c'était pas... En fait, je pense que les critères d'appréciation des personnes et de sélection sont pas les mêmes en réel que sur une appli, même si, voilà, on peut rencontrer quand même des gens intéressants, mais j'espère que oui, mais je peux pas en être certaine, quoi.
Et est-ce que tu penses que le processus de rencontre, la manière dont on noue une relation qui peut devenir amoureuse, change avec les applications ? C'est sûr qu'il y a un truc, je pense, qui en plus maintenant est assez installé en France, alors que je pense que c'était pas le cas avant. Ce truc de date qui est très américain, et en fait qui laisse aussi cette place à est-ce que je suis vraiment avec la personne ou pas ? Parce que c'est vrai qu'il y a des personnes, bon voilà, ils rencontrent quelqu'un, ils vont boire un verre et puis je sais pas, ils s'embrassent, admettons, ou ils rentrent, ils passent la nuit ensemble, et puis le lendemain, moi, je veux dire, quand j'étais plus jeune, pour moi, faire ce genre de choses, ça voulait dire que j'étais avec la personne, que je me posais pas la question vraiment en ces termes-là. Alors que maintenant, c'est devenu, non, en fait, un date, ça peut vouloir dire tout et n'importe quoi, et on va dire que c'est un truc qui contractuellement est quand même un peu plus léger, où en fait, ça veut pas dire qu'on est ensemble, ça veut pas dire qu'on a d'engagement plus profond l'un envers l'autre. Du coup, oui, c'est sûr que je pense que ça modifie le truc et qu'il y a peut-être moins de spontanéité parce que je pense qu'il y a plus de distance quand même dans un premier rendez-vous. Ça tient aussi un peu de l'entretien d'embauche ou les trucs de speed dating aussi un peu, voilà, de poser un peu quelques questions qui vont assez vite te mettre sur la piste de savoir est-ce que la personne va te plaire ou pas. Et c'est vrai que c'est un peu inversé par rapport à un processus de rencontre peut-être plus normal, comme j'ai pu le vivre, on a pu le vivre avant, où en fait ces questions-là se posaient après, c'est-à-dire on rencontrait quelqu'un, je sais pas, en soirée, on parlait de futilité ou de choses peut-être, un peu moins engageantes tout de suite, mais on se revoyait une deuxième fois, une troisième fois, puis en fait au fur et à mesure on se rendait compte de si la personne nous plaisait ou nous plaisait pas, et puis à ce moment-là on prenait une décision. Là c'est vrai qu'on rentre assez vite dans le vif du sujet, parce qu'il y a un peu ce truc aussi de, on n'a pas trop le temps de multiplier les rencontres, en tout cas, si on a un but précis. Moi, je sais que j'ai jamais eu vraiment d'objectif particulier. D'ailleurs, ça m'énervait assez quand il y avait des mecs qui étaient là, genre non mais en fait moi je te préviens tout de suite, je veux rien de sérieux, ou ah non mais moi en fait je suis pas là pour avoir des coups d'un soir, je veux trouver vraiment quelqu'un. Et j'étais un peu là, que je sois d'un côté ou de l'autre. En fait, pour moi, ça dépend vraiment de la personne que j'ai en face de moi. Je décide de ce que je veux faire avec cette personne ou non à partir du moment où je la vois, et j'avais pas trop d'optique complètement fermée de me dire je veux ça ou je veux ça. Mathieu. Et pour moi, les applis de rencontre, on arrive quand on va se rencontrer la première fois. Déjà, on s'est déjà dit ce qu'on avait à se dire, mais qui est toujours une sorte de version améliorée, ou en tout cas, je vais pas dire mensonge, parce que ce serait pas tellement vrai, mais voilà. Mais de toute façon, c'est une appli de rencontre, en fait. On a déjà conditionné le fait que la première fois qu'on va se croiser, on pourra pas enlever que le premier regard, il va être un regard de se dire, est-ce que il ou elle correspond à la photo? Est-ce que il ou elle me plaît? Parce qu'on vient là pour quand même, peu importe le type de relation, le type de rencontre que ça amène, mais on est là pour ça quand même. Donc, pour moi, je trouve que ça conditionne un peu des choses dans comment on va envisager l'autre. Que dans la vraie vie, quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois, on le rencontre de manière plus neutre, en fait. De se dire, tiens, quelle est cette personne? Ah, en fait, elle me plaît ou il me plaît. Voilà. Est-ce que j'ai envie d'aller plus loin? Qu'est-ce qui peut se passer? Est-ce qu'il y a une réciprocité ou quelque chose? Une rencontre, d'app de rencontre, on s'est déjà un peu dit qu'il y avait une base qui nous plaisait, et on se voit, on crée la relation de rien, en fait. Donc, ça, c'est une vraie différence. Après, est-ce que ça conditionne ou non? Encore une fois, si ça marche pour d'autres, c'est que c'est pas forcément un handicap pour la relation. Alors oui, donc vous aviez déjà évoqué un petit peu le côté on consomme sur les applications. Et donc là, qu'est-ce que vous avez retenu de ce que vous avez écouté? Moi, ce qui m'a marqué, c'est ce que Mathieu disait sur le côté on arrive déjà avec des préconceptions, finalement, des préjugés presque sur à qui on a affaire. Ouais. Et du coup, c'est beaucoup moins naturel, et ça rend peut-être le processus trop rapide, finalement, la rencontre trop rapide, parce que on prend pas vraiment le temps de la vivre. C'est d'ailleurs de toute façon la démarche, je pense. C'est le but, d'une certaine façon, de ces applications. Elles cherchent à, d'une certaine façon, fluidifier la rencontre. C'est parce que c'est ce que disait apparemment, dans le livre de Judith Duportail, l'objectif du fondateur de Tinder. Son idée à la base, c'était d'éviter que les gens se prennent des râteaux dans la vraie vie, quoi. Donc, lors d'une rencontre,
que tout de suite il y ait une barrière, que du coup en passant par l'appli, on choisit comme ça et on est matché et après on se rencontre mais sans avoir le côté choc immédiat comme ça, enfin en direct d'une certaine façon. Donc c'était censé fluidifier les trucs, mais en fait d'une certaine façon peut-être que ça va beaucoup trop vite aussi du coup. Et alors qu'avant c'était tout ou rien quoi, d'une certaine façon. Soit tu te prends pas de râteau et de là les choses évoluent comme elles peuvent aller, ou alors râteau et au revoir. Non, c'est vrai que dans la vraie vie, entre guillemets, tu tombes amoureux aussi progressivement, au-delà de la question de râteau ou pas râteau. Tu te poses déjà pas la question. En fait, tu vas rencontrer quelqu'un, c'est un ami d'amis, c'est un collègue, et tu vas le voir régulièrement, et tu vas te dire, tiens, j'aime bien cette personne, et puis peu à peu, tu vas tomber amoureuse, ou en tout cas, tu vas être intéressée, et tu vas avoir envie d'en savoir plus. Mais t'aurais pas eu cette idée-là avec juste une photo et une description, potentiellement. C'est ça. C'est Camille qui parle d'entretien d'embauche. On est dans quelque chose de très rapide, très frontal, très, très formalisé. Alors que toute la beauté, je trouve, de quand tu rencontres une nouvelle personne, même si t'as du coup aucun objectif dans cette rencontre, c'est de rencontrer quelqu'un, au sens large du terme, sans réfléchir à un potentiel feeling amoureux qui pourrait arriver. C'est vierge et tu construis... Moi, ce qui m'a marqué, j'avais jamais pensé à ça. Est-ce que on aurait rencontré nos compagnons ou compagnes qu'on a rencontrés dans la vraie vie? Est-ce qu'on aurait fait le swipe? Oui, effectivement, je pensais juste le swipe, mais le match. Et en fait, je me rends compte que... ça dépend peut-être des personnes avec qui j'étais, mais je pense qu'effectivement, il y a des personnes que j'aurais loupées et ça m'aurait vraiment embêté de les louper, quoi. Juste parce que on est différents sur plein de choses et que du coup, on n'aurait pas été mis en relation, ou que on se serait dit, non, ça me convient pas, alors qu'en fait, c'est peut-être justement ce côté-là qui va nous plaire après. Et puis, il y a entre la couverture, entre guillemets, du profil et ce qu'il y a derrière, c'est tellement... Oui, il y a ce côté, on essaye de se présenter au mieux de qui on pense qu'on est, et au mieux de qui on pense qui va plaire, quoi, quand dans son profil sur ces trucs-là. Donc, et donc, on n'est forcément pas naturel. Bah oui. Par définition. Donc, et pareil pour la première rencontre, du coup. Et du coup, je pense que ça mène aussi immédiatement forcément une déception dès la première rencontre, en fait. Tu crois? Ouais. Je sais pas, j'imagine. J'ai pas l'expérience, mais j'imagine que comme la personne a tout fait pour paraître le mieux possible, elle leur a potentiellement montré vraiment le meilleur, entre guillemets, et après, quand tu la rencontres... le pire reste à venir. Non, mais justement, en sens inverse, d'un côté, tu dis, on va être déçu parce que la personne a essayé de se montrer sous son meilleur jour, mais comme disait Cécile, aussi peut-être que la façon dont cette personne se serait présentée sur l'appli... En fait, toi, te plaît moins que sa réalité. Je pense aussi, à nous, là, par exemple, on ne s'est pas du tout rencontrés sur une appli, mais en fait, avant de se rencontrer, on s'est vus sur Facebook parce qu'on avait des amis communs. Et autant toi que moi, la photo que tu avais de profil sur Facebook avec ton chapeau, je trouvais pas ça fou. Je me suis jamais dit, tiens, je suis contente de partir en vacances avec ce mec-là, il me plaît physiquement. Et toi, tu trouvais que ma photo de profil, on voyait que la moitié de ma tête et que c'était bizarre. La moitié de ta tête. et quand on s'est vu en vrai, on a dû être positivement surpris, même si on n'était pas forcément dans la perspective justement d'une rencontre amoureuse, et qu'après, c'est aussi les discussions qui font que on sait plus. Mais voilà, je suis pas sûre qu'on aurait matché, justement parce que sur les photos de profil, on s'était pas trouvé spécialement attirant. Oui, c'est sûr que si on avait mis ces photos-là sur Tinder. Sur Tinder, tu vois. Et moi, je pensais que j'étais trop classe avec ma moitié de tête et ma mèche. Moi, je trouve trop classe avec mon chapeau. C'est marrant. Moi, j'imagine que mon compagnon aurait été un peu laconique dans ses réponses et du coup n'aurait pas forcément matché avec mes besoins de curiosité. Et du coup, c'est marrant. Ouais. Mais de ce point de vue-là, je trouve très intéressant ce que racontait Mathieu dans le premier extrait, où les 2 relations les plus longues qu'il ait eues grâce aux applis, c'est en fait des personnes qu'il avait aperçues dans la vraie vie avant. C'est vrai. Donc la sœur d'une amie, quelqu'un en rapport avec son contexte de travail. C'est drôle. Oui.
Alors, on va voir si tout ce qu'on raconte, c'est universel dans le temps ou si ce sont des choses qui évoluent. Donc là, j'ai sélectionné les impressions de Camille et de Mathieu qui ont la plus longue expérience sur les applications et qui donc ont pu observer pas mal d'évolution. Camille. Je pense qu'il y avait un côté un peu plus inédit. C'était pas encore entré dans les pratiques, je pense, comme aujourd'hui. Donc, il y avait toujours un peu cette petite excitation de rencontrer quelqu'un avec qui on avait pris quand même un peu de temps pour discuter avant de le voir. Et j'ai l'impression que peut-être maintenant, c'est un peu moins le cas, où c'est quelque chose... peut-être la rencontre arrive un peu plus vite, ou peut-être que, comme on voit plusieurs personnes, que ça se multiplie un peu plus, il y a peut-être un peu moins d'authenticité qu'à ce moment-là. Après, c'était peut-être lié aussi à mon âge à l'époque, parce que j'étais plus jeune que maintenant. C'est une dizaine d'années. Mais voilà, c'est comme ça que je le perçois maintenant, quoi. Tu me parlais de différentes phases dans lesquelles tu as utilisé des applications de rencontres. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ta perception, de la façon dont ça a évolué ? Déjà, est-ce que toi, tu as essayé d'autres applis que Tinder ? Et au-delà de ça, voilà, qu'est-ce qui a changé entre une première phase il y a 10 ans et une deuxième phase un peu plus récente ? Alors oui, donc j'ai utilisé ensuite les applications quand j'étais plus vieille. Et donc là, je me suis déjà rendu compte que l'offre était beaucoup plus diversifiée parce qu'à l'époque, il y a uniquement Tinder qui, en plus, après, c'est un peu, je pense, marginalisé dans vraiment un peu, parfois, le pire des applis. C'est-à-dire vraiment ce côté très consommation, histoire d'un soir, des fois avec des personnes pas toujours respectueuses. Enfin, je pense que c'est un peu devenu le truc... si on peut dire bas de gamme de ces sites-là, mais voilà, c'était plus du tout je pense le plus utilisé, en tout cas pas par ma catégorie, je pense aussi socio-professionnelle, parce qu'il y a eu plein d'autres applications comme alors, il y a eu Happn à l'époque, il y a eu Bumble. Alors moi, ça, je les ai pas vraiment utilisés. Je m'étais inscrite pour voir un peu ce que c'était, et c'est vrai que ça m'avait un peu rebutée parce que je trouvais qu'il y avait un côté très réussite sociale, un peu école de commerce. Enfin, on pouvait vraiment écrire dans quelle entreprise on travaillait, quel poste on avait, quelle responsabilité on avait. Donc ça orientait quand même sur un truc, j'ai pas envie de dire sectaire, mais en tout cas très sélectif de classe sociale plutôt supérieure, je dirais, qui moi m'intéressait pas trop. Donc je suis pas allée plus que ça. Après, j'ai pas mal utilisé OkCupid. C'est vraiment aussi sur cette application que j'ai fait les rencontres les plus intéressantes et où j'avais l'impression que il y avait beaucoup plus de personnes. Alors il y avait peut-être un peu moins ce côté apparence aussi. Je pense que sur d'autres applications, il y a beaucoup plus de choses liées au physique, avec des personnes très fit, en photo avec, je sais pas, à la salle de sport, en vacances, avec des trucs assez lisses, quoi. Enfin, il y avait ce côté-là. Je trouve que sur OkCupid, alors, il y avait des personnes peut-être qui physiquement correspondaient moins à certains standards de beauté habituels et tout, mais que moi, voilà, je trouvais plus intéressant. Et souvent, j'avais aussi remarqué qu'au niveau des convictions politiques, c'était des personnes qui étaient souvent un peu plus militantes, ou un peu plus engagées à gauche, ou dans des métiers culturels, artistiques et tout, qui, moi, m'intéressaient plus. Donc, je pense que, voilà, j'y trouvais plus mon compte. Après, ce que j'ai remarqué aussi sur cette application en particulier, ce qui n'était pas très intéressant pour moi, parce que, on va dire que par rapport à mon identité, mais c'est vrai que sur ces applications-là, il y a vraiment aussi énormément de catégories, de possibilités sur la manière dont on s'envisage soi-même, dont on envisage une relation en termes romantiques, sexuels, de genre. C'est vraiment beaucoup plus développé, et je pense beaucoup plus que ce que ça n'était à l'époque sur Tinder, qui était, je pense, aussi très hétéro et pas... voilà, il n'y avait pas vraiment de possibilité de rencontrer des personnes, ou en tout cas de pouvoir renvoyer une image de soi qu'on avait envie de renvoyer. Donc je pense que ça, c'était plutôt cool. Mathieu, selon toi, qu'est-ce qui était différent dans la première période où tu as utilisé Tinder par rapport à aujourd'hui ? On était un peu tous naïfs, je pense. Enfin, en tout cas, voilà. Des choses
qu'on ne referait plus aujourd'hui, et j'espère d'ailleurs que, enfin, je conseillerais à n'importe qui me demanderait des conseils là-dessus de ne jamais refaire. Enfin, il y avait un match à 21h, on pouvait s'envoyer 10 messages et la fille, elle envoyait son adresse en fait. Et ça semblait, voilà. Donc, enfin, je dis naïf et aussi en même temps dangereux, de fait. Je pense que l'expérience de ces applis-là, il faut pas non plus se cacher qu'il y a quand même une face violente et sombre un petit peu à ça. Et je pense qu'à l'époque, on n'avait pas du tout cette notion-là pour plein de raisons, que ce soit le fait de découvrir le truc, que ce soit même dans les rapports hommes-femmes qui n'étaient pas les mêmes, enfin, qui n'étaient pas exactement compris de la même manière il y a 15 ans. Et quelques années après Tinder, ma première impression n'était pas du tout la même, parce que c'est quand même directement beaucoup plus mécanique, beaucoup plus dans la consommation. Pour moi, en tout cas, Tinder, c'était voilà, il faut consommer. Et donc, en fait, si on est déjà dans une application dans l'idée que il faut voir le plus de profils, on sait jamais, la perle rare se cache justement, c'est le prochain profil, c'est la perle rare. Bah, s'il y a d'autres applications, je pense qu'assez vite l'idée de se dire bah en fait il me les faut toutes parce que ça se trouve ma perle rare elle est sur OkCupid, elle est sur je sais pas quoi et pas sur Tinder, donc voilà, comme c'est un truc dont on se parle, je sais qu'avec des copains ou même hommes ou femmes d'ailleurs, copains ou copines qui utilisent les apps de rencontre, je peux avoir assez vite ah t'as testé ce truc, pas mal, il y a un peu des gens nouveaux, ah ça là-dessus ça marche pas mal, voilà. Donc voilà. Voilà, donc qu'est-ce qui vous a frappé dans les évolutions un peu décrites par Camille et Mathieu? Il y a quand même cette idée déjà de multiplication de l'offre et de segmentation en fait qui se retrouve dans énormément de choses. Enfin, ça a été le cas avec d'autres réseaux sociaux aussi. D'abord, il y a eu Facebook, ensuite il y a eu Twitter, ensuite il y a eu TikTok, ensuite il y a machin. Donc, avec des choses comme ça qui se multiplient, qui ne s'adressent pas toujours forcément au même type de personnes. Ce qui m'a frappé aussi dans ce qu'a dit Mathieu, c'était l'idée de la naïveté un petit peu du début. J'ai l'impression que c'est un phénomène qui se produit à chaque fois qu'il y a un nouveau truc qui sort un petit peu, où les gens ont une espèce d'engouement pour le truc et réfléchissent pas du tout au contexte ou aux conséquences qu'il peut y avoir derrière. Ou voilà. Ce qui est normal. Hein, mais... Après, je m'interroge si c'est lié aux applis de rencontre ou si c'est pas plus général avec la société, parce que avant, on n'avait pas peur... Enfin, on avait moins peur, je sais pas, de donner notre adresse ou de se balader seul. Enfin, je sais pas. Et qu'aujourd'hui, on a tellement entendu d'histoires potentiellement sordides que du coup, c'est rentré dans l'inconscient collectif que donner son adresse n'est pas une bonne idée. Ouais, bah c'est lié peut-être à une évolution sur Internet en général, effectivement. On apprend que... comme sur Internet ou une appli, on est plus ou moins anonyme, ou en tout cas, on peut mettre une fausse identité, faut faire attention. Ouais. Bon, on peut passer à notre dernière partie, qui porte donc sur peut-être les conséquences en partie de cette évolution, et donc la question de la fatigue des applications. Et donc on va écouter ceux qui ont eu l'occasion d'être fatigués, puisque ce n'est pas le cas de Julie, qui n'a pas eu le temps de s'épuiser sur l'application, puisqu'elle y a très vite rencontré son mari. Mais donc on va écouter Camille, Mathieu et Alfred. Camille, quand tu as rencontré ton compagnon actuel, tu étais encore sur les applications de rencontre ou t'avais laissé tomber ? Non, j'avais laissé tomber depuis quelques mois. J'y avais été pendant quand même plusieurs années. Et c'est vrai que j'arrivais un peu à une saturation Enfin, comme je disais, je suis quelqu'un d'assez sociable et j'aime bien rencontrer de nouvelles personnes. Et je suis assez... faire de nouvelles rencontres, même amicales, en soirée, tout ça. Mais je pense que j'étais un peu fatiguée, peut-être de la multiplication des rencontres. Aussi, mine de rien, comme j'avais cette recherche, moi, quand même, amoureuse, j'avais toujours des déceptions. Enfin, j'avais l'impression que j'étais toujours déçue. Soit quand moi, j'étais un peu emballée, finalement, ça se passait pas. Soit quand quelqu'un était un peu emballé, mais en fait, de mon côté, c'était pas le cas. J'avais l'impression aussi de rentrer aussi dans peut-être dans une espèce d'exigence qui était pas très saine. Parce que il y avait un peu des prérequis, ça, puis maintenant ça y a pas, non, next. Enfin voilà, ça rentrait un peu dans un truc de consommation et qui était pas très bienveillant, je pense, envers les personnes que je pouvais rencontrer. Donc j'avais décidé d'arrêter. Et du coup, à ce moment-là, j'étais déçue par mes rencontres d'application, mais j'étais aussi déçue par mes rencontres de la vie réelle. Donc j'étais un peu dans une phase
où je n'avais pas abandonné, mais je me disais, bon, ça sert à rien en fait de me démener un peu pour chercher comme ça devenait un peu frénétique et je trouve pas que c'était plus très intéressant. Et en fait, c'est à ce moment-là, bon, c'est un peu cliché, mais oui, c'est à ce moment-là où j'ai rencontré la personne avec qui je suis totalement par hasard et où là, il y a eu vraiment eu un vrai coup de cœur que j'avais pas du tout eu depuis longtemps, quoi. Mathieu. Après, au bout d'un moment, ça peut aussi être un peu nocif de toute façon. Mais ça, c'est mon avis, mais je pense que c'est un peu intrinsèque à Tinder et à ce mode-là de swipe et de récompense et voilà, qui fait qu'à un moment donné que ça marche, enfin pour des raisons différentes, mais que ça marche ou non, la quête de n'importe qui à qui on plaira, elle est pas très très saine. De la même manière que la quête de mais je peux avoir mieux, parce que je pense que c'est un peu ça que ça amène au bout d'un moment quand on a un peu de succès. Ah tiens, elle me répond pas assez vite. Ah, allez, hop, c'est pas grave, il y en a d'autres. Ah, elle est bien, mais peut-être il y a mieux, peut-être je peux mieux m'entendre, peut-être qu'il y a une plus jolie. Dans les deux, de toute façon, à un moment donné, pour moi, le truc, il y a un moment où il faut couper, quoi, parce que sinon c'est un peu entêtant. Et même si j'y vais de moins en moins, de toute façon, là, la dernière phase que j'ai eue, qui est peut-être un mois, un truc comme ça, j'ai eu une phase où vraiment pas de like, pas de match, pas de rien qui était intéressant, en fait, aucune rencontre, même le peu que j'ai eu des messages. Voilà, bon, en fait, au bout de 3 jours, 4 jours, je me dis, c'est pas grave, on arrête, et puis, peut-être à un autre moment, ça reviendra. Donc, voilà, je pense qu'il faut se forcer parfois à couper. C'est bien, si ça marche pas, parce que ça peut vraiment rendre malheureux, quoi. Alfred. Et alors, est-ce que tu continues à utiliser des applis de rencontres ? Je vais pas te mentir, c'est vrai que sur l'application Hinge, là, j'étais encore, et puis je crois que ça s'est désactivé de lui-même. J'avais réinstallé Hinge et Appen, mais ces deux applications, j'y vais même plus, et je pense que j'y pense plus, quoi. Et là, dernièrement, j'ai testé une application. Alors, c'est pas une application de rencontre, ça s'appelle TimeLeft. C'est une application, un service, qui permet de faire des dîners avec des inconnus. C'est tous les mercredis. Donc on s'inscrit sur l'application, on a un profil qu'on doit renseigner, donc si on est plus ou moins introverti, extraverti, si on préfère tel type de musique, enfin une rapide description. Est-ce qu'on parle de politique ou pas, enfin par préférence, est-ce qu'on peut rire de tout, enfin voilà, c'est pas mal de questions assez génériques qui nous permettent voilà d'essayer d'avoir une personnalité. Voilà, et le mercredi, voilà, donc le matin, on a l'adresse du coup du restaurant avec les profils des personnes, mais uniquement les signes astrologiques et leur métier. C'est tout ce qu'on sait. Et après, du coup, on participe au dîner et ça nous permet voilà de rencontrer des gens qui, alors c'est vrai que pour l'âge effectivement sont plus ou moins dans le tranche d'âge, des gens qui sont qui viennent pour soit c'est souvent des expats, soit voilà pour rencontrer des gens, soit c'est des profils vraiment totalement différents et ça permet de rencontrer des gens qui ont des parcours assez différents d'une autre et qui veulent sortir et puis faire un resto tout simplement. Et il y a aussi dans le questionnaire, il y a une question si on est célibataire ou non. Donc forcément des fois même si ça prône pas d'être une appli de rencontre, mais on peut rencontrer des gens par ce biais-là. Et pour le coup, ça casse un peu les barrières, voilà, donc pour discuter, pour rencontrer les gens et davantage montrer sa personnalité. Il y a un peu plus d'authenticité, il y a vraiment plus de quelque chose de plus vrai. Et là, qui n'est pas dicté par les algorithmes, on a davantage de chances à rencontrer quelqu'un, et après, bon, si on n'arrive pas, c'est que c'est plus. Là, c'est plus nous qui, il y a une blague qui est pas passée ou quelque chose comme ça, mais c'est davantage nous et du coup, je trouve que c'est mieux, c'est plus honnête. Alors, que pensez-vous de ce phénomène d'usure ? Est-ce qu'il faut donc arrêter les applis, faire autre chose ? Est-ce qu'il faut changer les applis ? Voilà, dites-moi, comment on pourrait réagir à ce sentiment de fatigue que ressentent beaucoup d'utilisateurs et d'utilisatrices ? Je trouve intéressant en fait le concept de cette application dont parle Alfred à la fin. Le fait effectivement que il y a simplement une rencontre entre des gens, mais finalement c'est une rencontre. Enfin, c'est une application dont le but n'est pas justement de rencontrer des gens pour une relation.
spécifiquement qu'elle soit sexuelle ou amoureuse ou quoi que ce soit. Le but est simplement de faire une rencontre. On revient finalement à un mode de rencontre presque naturel en fait. Simplement on rencontre des gens qu'on n'aurait peut-être pas rencontrés dans la vraie vie, mais voilà. Et donc je pense que c'est par ce biais-là qu'on peut ressortir du côté marchandisation, du côté addictif, du côté voilà, de toutes ces choses-là, quoi. Ouais. En plus c'est qu'une fois par semaine, donc il faut attendre le prochain mercredi si t'as pas, entre guillemets, matché avec quelqu'un de ton dîner. Oui, parce qu'en plus, ça me fait penser le côté attendre chaque semaine. Ça me fait penser à ce que disait Camille au début. Ce que j'entends aussi par peut-être la fatigue des applications liée au fait, en fait, enchaîner les rencontres, c'est fatigant en fait, et aussi, quand elle parlait parfois de déception d'un côté ou de l'autre, parce que ça marche pour l'un, mais ça marche pas pour l'autre. Et quand tu crois qu'il y a quelque chose qui va se passer, qu'en fait non, ou que t'es dans le sens inverse, où potentiellement tu vas un peu rendre triste l'autre parce que toi t'es pas intéressé, ça fait des montagnes russes émotionnelles qui doivent pas être évidentes, surtout si c'est répété. Et en fonction des personnes, il y en a qui vont faire des rencontres comme ça. Pas tous les soirs, mais en tout cas très, très régulièrement. Et ça doit être usant sur le plan physique, psychologique. Je comprends bien la fatigue qui se dégage de ça. Et c'est vrai que d'avoir une autre possibilité de revenir dans la vie réelle. Mais en soi, je pense pas qu'il faille supprimer les applications. Parce que de toute façon, c'est là. Voilà. Il y en a pour qui ça marche. Que pas le supprimer. C'est ça, tout à fait, exactement, quand on en ressent le besoin. Voilà. Après, ce qui pourrait être intéressant aussi, c'est parce que le succès de ces applis aussi est peut-être d'une certaine manière lié à l'injonction à être en couple comme modèle de réussite. Et peut-être que s'il y avait moins cette injonction-là, il y aurait peut-être aussi moins de personnes, ou en tout cas, il y aurait moins d'attentes, moins d'enjeux. On n'a pas du tout évoqué la question de début trentaine, t'es célibataire et tu recherches potentiellement un parent pour un futur enfant, et qui crée plein de problématiques au niveau justement sur ces applis de rencontre, parce qu'il y a un enjeu terrible pour certaines femmes, ou même hommes d'ailleurs, mais moins parce qu'il n'y a pas l'horloge biologique. J'entendais le témoignage d'une femme qui disait que finalement c'était le moment où elle avait arrêté de vouloir absolument être avec quelqu'un, mais qu'elle avait quand même continué à aller sur des applis de rencontre, que du coup elle s'était vraiment mise dans une posture de rencontrer des gens, et que c'est là où les rencontres avaient été les plus belles, même si c'était pas des rencontres potentiellement amoureuses, mais en tout cas où il y avait le plus d'authenticité. Mais moi, j'ai trouvé que il est ressorti de certains des témoignages là que tu nous as fait écouter, que quand on a une utilisation un peu peut-être raisonnée, ou on sait pourquoi on le fait, enfin, on a vraiment un peu une réflexion dessus. Là, pourquoi pas, c'est un outil qu'on peut utiliser, et puis voilà, si on sait prendre les distances quand il faut et tout, voilà, pourquoi pas. Le problème, c'est une fois qu'on rentre qu'on est aspiré comme ça dans cette espèce de consommation un peu addict au truc, quoi. Je pense qu'en fait, oui, il faut prendre du recul sur les applications si on veut les utiliser, et notamment être bien conscient de cette question des algorithmes. Parce que donc une des solutions serait aussi d'améliorer un peu les applis pour qu'elles arrêtent d'avoir ces clichés dans les algorithmes, alors que la société évolue et que on ne devrait pas nous imposer une vision très stricte de la rencontre. Mais après, on peut contourner, on peut en jouer, c'est-à-dire on peut essayer, soit dans sa présentation, soit dans les personnes qu'on like, je sais pas, de ne pas faire ce que l'application voudrait peut-être. J'ai une amie qui récemment a rencontré quelqu'un par un site, une appli de rencontre, et je crois que la personne qu'elle a rencontrée n'avait pas de photo. Je sais pas si c'est un champ obligatoire quand tu complètes ton profil, mais du coup, elle était pas forcément pour les applis de rencontre, mais c'était une amie qui l'avait inscrite, bref. Et finalement, elle a eu un vrai coup de cœur pour cette personne, et ils sont ensemble, et je trouve ça trop cool, quoi. Et d'une certaine manière, c'est aller à l'encontre de ce que veut l'application, donc je trouve ça assez marrant. Oui, tout à fait. Ça fait d'ailleurs une très bonne promotion pour un prochain épisode bonus qui va sortir ce mois-ci, puisque j'ai fait aussi une interview avec Louise, qui a fait son mémoire de master sur les applications de rencontres, justement, et sur leur côté ludique. Et justement, elle explique
que, par exemple, la photo n'est pas forcément quelque chose d'obligatoire, mais on t'incite par des ressorts ludiques à compléter ton profil le plus possible. Voilà, et justement, ce qui est rigolo, c'est qu'on peut refuser ce que nous demande l'application avec ces petits mécanismes ludiques, comme tu dis. Apparemment, au début sur Tinder, il parlait de continuer à jouer. Pour le coup, c'est vraiment assumé ce côté, c'était assumé. Oui, mais après, aussi, je voyais, là, en faisant un peu des recherches sur les applications de rencontres pour préparer cet épisode, beaucoup de sites internet ou d'articles qui te proposent d'avoir plus de likes. Mais en fait, ça n'a pas de sens. Si tu es dans la logique de rencontrer l'amour de ta vie, tu veux pas plus de likes, tu veux le bon like, en fait. Ouais, en même temps, c'est logique. Si tu vas à la pêche pour la meilleure prise, tu as plus intérêt d'utiliser un grand filet qu'une canne à pêche. Et Mathieu en parlait d'ailleurs dans son témoignage. Quand il disait que en plus tu es toujours en train de te demander s'il n'y a pas mieux, etc. Ouais. Du coup, tu as besoin d'avoir tout le monde qui te like pour que tu puisses faire ton choix, en fait. Et d'ailleurs, c'est cette abondance-là qui crée les comportements négatifs, qui crée la fatigue. Parce que Judith Duportail, dans son livre, elle parle par exemple du ghosting, donc le fait de ne plus répondre à quelqu'un avec qui tu avais pourtant eu une vraie conversation. Et voilà, c'est ce côté, il y en a dans tous les sens, donc on ne peut pas répondre à tout le monde, on ne prend pas le temps de bien traiter les gens, finalement. Oui, encore si ce n'était que le ghosting, je lisais justement que l'une des explications au comportement parfois vulgaire et agressif de la part de mecs sur des Tinder ou d'autres trucs de rencontre venait aussi de cette espèce de désespoir de trouver, une espèce de rage du coup qui se développe parce qu'ils n'arrivent pas à trouver chaussures à leurs pieds, entre guillemets, quoi, et du coup ils finissent par être carrément irrespectueux. C'est même, voilà, donc ça va largement au-delà du ghosting potentiellement, comme symptôme de la fatigue, quoi. Oui, Mathieu me racontait que souvent les filles lui disaient qu'il était un mec bien parce qu'il n'avait pas envoyé de photos de ses parties intimes, en fait. Et donc il disait, ah oui, c'est juste ça, être un mec bien. J'ai pas besoin d'aller plus loin. Parce que... Camille parlait de bas de gamme. C'est terrible de se dire que c'est un peu... Mais à propos de bas de gamme, justement, ce que mettait aussi en avant Judith Duportail, c'est le fait que ces mauvaises relations qui naissent sur les applications et qui contribuent à cette fatigue, c'est aussi lié au fait qu'on a quand même toujours un petit préjugé de se dire... par exemple, les filles et même les mecs qui sont sur ces applis, c'est des filles faciles ou des mecs désespérés, en fait. C'est des gens qui ont besoin de l'appli pour trouver, donc on va pas les considérer aussi bien que quelqu'un qu'on rencontre dans la vraie vie. Donc voilà, il faudrait changer surtout le regard, en fait, sur les applis pour que les applis puissent devenir meilleures. Donc changeons la société, changeons le monde, et ensuite vous pourrez vous rencontrer sur les applis, mais aussi dans la vraie vie si vous voulez. D'ici là, désinstaller tout. C'est intéressant parce que finalement, c'est en lien avec beaucoup la société d'aujourd'hui. C'est que on est tous le nez dans nos téléphones, notamment sur les applis, et que si on relevait un tout petit peu le nez de nos téléphones, on verrait plein d'inconnus à qui on peut parler et potentiellement envisager un futur. Sortez un peu, puis n'hésitez pas à vous amuser sur les applis tout en... prenant le temps, en fait, peut-être, de rencontrer chaque personne et peut-être de cliquer parfois sur des profils qui ne vous attirent pas au premier coup d'œil. Et se dire que, certes, il y a peut-être encore des dizaines de milliers d'autres personnes, mais de toute façon, c'est le cas. Oui. Je veux dire, si tu fais une rencontre dans la vraie vie, en passant pas par l'appli, tu rencontres... une personne, oui, t'as rencontré une personne, t'as pas rencontré 10 000 personnes, donc c'est vrai. Le mieux est l'ennemi du bien. T'imagines, je sais pas, t'es dans un bar, l'équivalent ce serait d'être dans un bar et de discuter 2 minutes avec une personne que tu rencontres au bar, et puis de dire ciao et de parler à la deuxième nana qui est à côté, puis à la prochaine, swipe, non, je swipe, non, enfin, c'est complètement chelou quand même dans la vraie vie. Le speed dating, c'est un peu ça. Ouais, mais c'est super bizarre. J'ai jamais fait, mais ça me perturbe beaucoup. Ouais. Eh bien, pour aller à contre-courant de toute cette rapidité, je vais prendre le temps de remercier Julie, Camille, Mathieu et Alfred
qui ont pris le temps de me raconter leurs expériences, et aussi Louise, que vous découvrirez donc bientôt dans un épisode à part, qui m'a aussi partagé toute sa connaissance sur les applications de rencontres et sur leur gamification. Et je voudrais également prendre le temps de remercier mes copines Hortense et Léna, qui m'ont toutes les deux mise en relation avec leurs amis. Et je vous remercie, vous aussi, d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode peut-être un peu long, mais ça vous donnera quelque chose à rajouter à votre description. Si vous êtes sur une application de rencontre, vous pouvez mettre podcast préféré, French Baratin, et ça vous fera quelque chose d'intéressant à partager avec votre futur partenaire de vie peut-être. Je vous le souhaite. Et que vous soyez sur les applis ou pas, vous pouvez en tout cas rejoindre notre Patreon où vous trouverez une transcription et de nombreux bonus. À bientôt dans French Baratin. À bientôt. À bientôt.